Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. 1 dollar vaut 2857,2167 francs congolais. 1 euro équivaut à 3116,2191 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,7506 francs congolais. Et 1 rand sud-africain équivaut à 157,7831 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2870 francs congolais, 1 euro vaut 2892 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre n'a pas bougé, Eric. Elle coûte toujours 9532,10 dollars américains comme la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a encore enregistré une légère hausse. Il coûte 26 000 dollars américains contre 25 000 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 047,57 dollars américains contre 2934,07 dollars américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 66,98 dollars américains contre 67,67 dollars américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 8 021 dollars américains contre 8 151 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La République démocratique du Congo, dit scandale géologique, peut-il renouer avec son destin de grandeur économique grâce aux différentes réformes mises en œuvre ou à mettre en œuvre dans le domaine des finances publiques? Jeudi Économie reçoit pour vous, pour parler de cette question, un député national. Il est économiste financier. Monsieur Fleury Pambouli, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Ambago. Vous avez déposé une proposition de loi modifiant de la loi numéro 011 du 13 juillet 2011. De quoi s'agit-il? Alors, deux choses principalement. Premièrement, l'article 15 de la loi relative aux finances publiques interdit le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées de s'endetter auprès des institutions bancaires. L'alinéa 3 de cet article dit clairement qu'ils ne peuvent emprunter qu'auprès des institutions nationales financières non bancaires. Sur le fait, les gouvernements, les provinces s'endettent déjà auprès des banques. C'est une pratique. Ça existe déjà. C'est illégal. Mais comment fonctionne l'État si elle ne peut pas emprunter auprès des banques, des institutions bancaires? Exactement, c'est là justement les problèmes. C'est-à-dire que la loi relative aux finances publiques interdit cela. Mais dans la pratique, vous avez les émissions des bons et obligations du Trésor. C'est tous les mois que le gouvernement émet des titres qui sont achetés par le banque principalement. Et cela constitue un endettement du gouvernement central vis-à-vis des banques commerciales locales. C'est illégal. C'est illégal. Mais c'est un instrument utilisé par la Banque centrale pour stabiliser la monnaie. C'est absurde d'interdire à un gouvernement de s'endetter sur le marché bancaire. C'est pour cette raison que nous sommes venus corriger cela. La loi n'a pas tenu compte des réalités ou quoi? Justement, la loi n'a pas tenu de réalité moderne de gestion de finances publiques. Et donc nous, aujourd'hui, nous venons modifier cette loi pour permettre au gouvernement, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées de s'endetter auprès
des institutions financières bancaires. Mais on ajoute également quelque chose pour permettre au pouvoir central de s'endetter sur le marché financier international. Mais il le fait déjà. Justement, mais c'est illégal. Et personne n'a levé le doigt pour condamner cette irrégularité? C'est notre rôle en tant que législateur de revoir nos lois, les adapter aux réalités actuelles. Au deuxième point concernant ma proposition de loi, c'est de renforcer la redevabilité du gouvernement vis-à-vis de la représentation nationale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le Premier ministre qui présente le projet de loi de finances au Parlement. C'est le Premier ministre qui engage donc son gouvernement. C'est le Premier ministre qui prend les engagements devant le peuple congolais. Et quand tu prends des engagements, il est normal que tu rendes compte le moment venu. Malheureusement, dans nos coutumes, c'est plutôt le ministre de Finances qui vient présenter le projet de loi portant reddition des comptes. Et c'est plutôt le ministre de Finances qui vient rendre compte à la place du Premier ministre. Nous, ce que nous demandons, c'est que ce soit le Premier ministre qui vienne rendre compte. Parallélisme des formes. C'est lui qui prend les engagements, c'est à lui de rendre compte. Et le ministre des Finances peut le faire par délégation. Justement, le ministre du Budget aurait dû aussi venir présenter les projets de loi de finances au Parlement. Parce que selon la loi, c'est lui qui prépare. La tâche de préparer les projets de loi de finances incombe au ministre ayant le budget dans ses attributions. Mais c'est le Premier ministre qui vient présenter parce qu'il s'agit du projet de loi de finances que tous les gouvernements exécutent. Donc, c'est le ministre qui a le budget dans ses attributions qui prépare les projets de loi de finances, mais c'est le Premier ministre qui vient les présenter devant le Parlement. Selon la même loi, c'est le ministre de Finances qui est censé préparer les projets portant reddition des comptes, mais malheureusement, c'est toujours le ministre de Finances qui les présente devant le Parlement. Ça n'a aucun sens. Il y en a qui m'ont reproché une chose. Ils ont dit c'est le ministre des Finances qui exécute le budget. Mais attention, le budget, ce n'est pas que le plan de trésorerie du pouvoir central ou la loi de finances, c'est beaucoup d'autres choses. Je vais vous donner un exemple. Dans la loi de finances, le gouvernement s'engage à s'arrêter au nombre d'emplois rémunérés qui lui sont fixés par le Parlement. En d'autres termes, c'est le Parlement qui fixe le nombre d'emplois rémunérés par l'État. Mais qui est censé rendre compte de cet engagement? Est-ce que c'est le ministre des Finances? C'est le ministre de la fonction publique qui est censé venir rendre compte. Vous voyez, déjà, nous avons deux ministres. Il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de la fonction publique. Lors de la présentation du projet de loi de finances, on nous fait l'état de la situation des entreprises publiques. Ça, c'est quel ministre? C'est le ministre du portefeuille. Qui liquide les dépenses publiques? C'est le ministre du budget. Qui engage les dépenses? Ce sont les gestionnaires des crédits, le ministre sectoriel et les chefs d'institution. Vous comprenez par là qu'il y a plusieurs acteurs dans le cadre d'exécution du budget de l'État qui ne doit pas se limiter aux recettes et aux dépenses. Le Premier ministre qui doit également présenter le projet de budget au Sénat. D'après vous? Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale, pas du Sénat. On peut accepter que la présentation de la loi de finances se limite à l'Assemblée nationale, qui, après traitement, la transmet justement au Sénat. Logiquement, il n'y a aucune obligation pour que le Premier ministre ou le ministre du budget aille présenter une nouvelle fois le projet de loi de finances au Sénat. Mais comment il fera sa seconde lecture? Comment le Sénat fera sa seconde lecture? Justement, après travaux au niveau de l'Assemblée nationale, on transmet les projets de loi au Sénat. Le Sénat doit s'appuyer sur le travail de l'Assemblée nationale, bien sûr. Donc aujourd'hui, ce qui est fait est contre la loi. Je ne peux pas dire ça. Je ne dis pas que c'est contre la loi. Je dis que ce n'est pas obligatoire. Notre proposition de loi vise à corriger l'illégalité. Parce que l'illégalité est déjà là. Nous devons la corriger. On ne va pas laisser le gouvernement continuer dans cette illégalité. On la corrige. Mais aussi, on innove en ouvrant un nouvel horizon au gouvernement. C'est-à-dire émettre la dette souveraine sur le marché financier international. On pourra désormais émettre des obligations du Trésor sur le marché européen, sur le marché africain. Cette irrégularité avait un impact sur
la gestion des finances publiques, cette irrégularité dont vous avez parlé? Bien sûr, Tout a marché. le gouvernement ne peut pas outrepasser la loi. C'est pourquoi je vous dis que c'est extrêmement urgent. La proposition de loi doit être analysée rapidement au niveau de l'Assemblée nationale pour corriger cela, parce que ça a des conséquences au niveau du secteur privé. Donc, des conséquences terribles au niveau de banque. Donc il faudra simplement retirer l'article 15. Pas retirer, modifier. J'ai réécrit l'article 15. Comment vous l'écrivez? Dans l'article, j'ai dit, ils peuvent emprunter auprès des institutions nationales financières, non bancaires et bancaires. Ensuite, j'ajoute, le pouvoir central peut également émettre des titres publics sur le marché financier international. Alors, honorable, vous êtes expert en finances publiques. Quelle est la situation des finances publiques aujourd'hui? Alors, je crois que cette question devrait normalement être posée au ministre des Finances. Mais je vais quand même y répondre que, au fait, ce que l'on remarque, en se basant sur les chiffres qui sont publiés, c'est une forte pression de dépenses de sécurité sur la trésorerie de l'État, ce qui fait que les salaires ne sont pas versés à temps. On ne savait pas qu'il y aurait une telle pression sur les finances publiques au début de l'année 2025, à la suite de la guerre qui nous est imposée. Le budget, c'est une projection. Justement. Alors, donc, ça veut dire que quand on est stratège, on voit loin, on ne se limite pas vous ne pouvez pas. à la situation ambiante. Vous ne pouvez pouvez pas anticiper l'offensive rwandaise. On peut toujours planifier l'aggravation de la crise, se préparer à faire face. Les budgets est préparé quand, regardez bien, les collectifs budgétaires commencent déjà, je crois, au mois de juillet, août. Au mois de juillet, personne ne savait qu'il y aurait cette situation. Et donc, cette pression de dépenses de sécurité fait que le salaire soit payé en retard. Ça a aggravé également le déficit public qui s'élève à plus de 983 milliards de francs congolais. Il y a aussi quelque chose que je déplore, c'est l'augmentation spectaculaire de l'état liquidatif. L'état liquidatif, c'est la somme de salaires, de primes permanentes et de frais de fonctionnement contraignants. Et cette enveloppe a augmenté de plus de 200 milliards entre le deuxième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Donc en 6 mois, on a ajouté 200 milliards par mois à l'état liquidatif. Cela ne peut pas donner beaucoup de marge de manœuvre au ministre pour pouvoir faire face à d'autres dépenses des souverainetés. Mais ça vient d'où ces augmentations? C'est quoi? Il y a des besoins pressants qui font qu'on puisse aller vers ces augmentations? Vous avez des augmentations de salaire des enseignants. Il y a eu des augmentations dans ce sens. Des augmentations de rémunération des infirmiers, de médecins, de professeurs d'université. Donc il y a eu beaucoup d'actions qui ont été prises par le gouvernement, ce qui a fait que l'état liquidatif a sérieusement augmenté. Et cela ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre au ministre de Finances. Et cela, je déplore cela. Donc, il va falloir que... Mais qui doit gérer tout ça? Qui doit essayer de discipliner ces dépenses? Non, mais il y a des ministres sectoriels en amont. Vous avez par exemple le ministre de la Santé, le ministre de l'ESU, parce que c'est des régimes particuliers. Vous avez le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez aussi le ministre de la fonction publique. Ce sont des ministres sectoriels qui sont en amont de ces démarches. Et donc, quand ces ministres reçoivent les revendications, ils sont censés les soumettre au Conseil de ministres ou à leurs collègues pour pouvoir trouver des solutions. Et cela aboutit généralement à des ajustements de rémunération. Et donc, c'est une pression supplémentaire qui s'est ajoutée et ça vient de créer une situation très difficile pour la gestion de finances publiques. Et donc, désormais, on a une trésorerie très très serrée et ça complique la suite. Il y aura difficulté pour réaliser d'autres projets d'investissement. Exactement, c'est justement ça. Quand vous affectez plus d'argent dans les dépenses courantes, ça signifie que vous les prenez quelque part. Et la rubrique qui en souffre, c'est les dépenses d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut en ce moment-là? Est-ce que on ne peut pas planifier cela dans le cadre d'un budget programme, ces genres d'actions? Mais bien sûr, nous ne sommes pas encore justement le budget programme. Il y a un moratoire, donc nous allons jusqu'en 2028. Vous avez deux choix. Soit vous essayez de maîtriser les dépenses. Vous maîtrisez les dépenses. De l'autre côté, vous contrôlez l'inflation pour que les gens ne perdent pas leur pouvoir
d'achat. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, vous gardez les dépenses à leur niveau et vous allez vers les réformes qui tendent justement à augmenter les recettes domestiques. Et quand vous augmentez les recettes, vous aurez la possibilité de couvrir les dépenses excédentaires et dégager une marge importante pour les dépenses en capital. Alors, honorable Florima Pambouli, est-ce que les dialogues, on va dire comme ça, les dialogues sociaux que l'on enregistre régulièrement, ces dialogues sociaux sont plus ou moins prévus dans le projet de budget qui est examiné au niveau de l'Assemblée nationale? Notre tâche consiste également à améliorer nos méthodes de travail au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il y a une part des responsabilités au niveau du gouvernement. Il y a eu des accords qui ont été signés, notamment les accords de Bibois entre le gouvernement et le syndicat. Et cet accord n'est jamais respecté. Et donc, je crois qu'on devrait y aller par palier, un plan, ne serait-ce sur 5 ans, avec des augmentations progressives jusqu'à atteindre ce qui a été convenu entre le parti lors de ces négociations. Et pour cela, il faut qu'on soit sérieux dans notre façon de faire. Il faut qu'il y ait une planification méthodique assortie d'une planification en termes d'accroissement de recettes. Les recettes augmentent avec le niveau de l'activité économique. Il faudra donc une analyse macroéconomique pour pouvoir dégager les augmentations qui auront lieu sur le temps qu'on se sera fixé, mais aussi voir comment on pourra respecter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires qui sont les agents publics de l'État. Vous avez dit que les dépenses liées à la défense exercent une pression sur l'exécution du budget. Quel est l'impact de la guerre que nous connaissons à présent, la guerre qui a commencé en 2022, sur les finances publiques et l'économie en général? Bon, d'abord, cette pression fait en sorte qu'on ait de déficit, peut-être qu'on n'a pas planifié. Je vous ai parlé de 983 milliards jusqu'en début mars. Ce déficit est couvert par les emprunts sur le marché financier, c'est-à-dire auprès des banques. Et ce qui fait que l'encours des titres publics augmente. Nous sommes aujourd'hui à plus de 4000, si ma mémoire ne me trahit pas, à plus de 4700 milliards de ce que l'on doit aux banques, au titre de bons et obligations du Trésor. L'agression rwandaise vient aggraver la situation. Premièrement, parce que nous ne saurons plus capter les recettes qu'on aurait dû avoir dans les provinces de Nord et Sud Kivu, qui est aujourd'hui contrôlée par l'armée rwandaise. Et donc, on assistera inéluctablement à une baisse de recettes domestiques. Deuxième chose, sur le plan macroéconomique, on aura une contraction du revenu national, c'est-à-dire du PIB, à la suite de la baisse de l'activité économique. Et donc cette contraction se traduira par un ralentissement de la croissance économique. Autre chose sur le plan toujours macroéconomique, je parle là des conséquences de cette guerre, c'est la baisse de la demande agrégée. Avec ce qui se passe, donc les dépenses des entreprises, mais aussi de ménages, qui vont baisser. Les entreprises ne pourront pas investir. Les entreprises vont se dire tout simplement, écoutez, on va mettre une pause attendant à ce que la situation s'améliore. C'est-à-dire que les entreprises vont revoir leur plan d'investissement. En revoyant leur plan d'investissement, on réduit donc la demande. La baisse de dépenses d'investissement des entreprises affectera les revenus nationaux, et ce qui conduira au ralentissement de la croissance économique. Avec la guerre, les banques vont devoir augmenter les taux d'intérêt. Parce qu'elles se diront, écoutez, c'est vrai, je suis prêt à vous prêter l'argent, mais il y a un risque. Pour me prévenir de ces risques-là, j'ajoute un delta au taux d'intérêt que j'applique. Ces deltas-là, c'est ce qu'on appelle les risques payés. Et donc, quand on augmente les taux d'intérêt, cela a comme conséquence, les entreprises, les particuliers ne viendront pas emprunter. Ne viendront pas emprunter. Et lorsqu'ils n'empruntent pas, ça signifie qu'ils ne consomment pas. Et quand ils ne consomment pas, c'est la contraction du revenu national. La contraction du revenu national nous conduit au ralentissement de la croissance. Donc on doit s'attendre à une baisse des recettes dans les jours qui viennent.
Mais naturellement, c'est inévitable. On aura une baisse de recettes et pour cela, le gouvernement doit chercher de nouvelles niches pour combler ces vides et il aura également la possibilité soit d'augmenter les impôts, soit de pousser les réformes, notamment celles relatives à la facture normalisée, au jeu d'argent, etc., pour augmenter justement les recettes publiques et compenser la perte des recettes dans les zones affectées par les conflits armés. Mais les 15 milliards de dollars dont avait parlé professeur Luzolo Bambi qui échappent au trésor public, c'est difficile de les retrouver pour combler justement ce déficit qu'on enregistre durant cette période de guerre. C'est ce travail que le gouvernement doit faire. Il faut élargir l'assiette fiscale. C'est-à-dire il y a des gens qui ne payent pas l'impôt. La pression fiscale est en dessous de la moyenne subsaharienne. Il va falloir que l'on mette en place des réformes. Moi j'insiste sur la réforme sur la TVA parce que je suis sûr qu'avec cette réforme-là, on engrangera beaucoup d'argent, de ressources pour financer les dépenses publiques. Et avec la facture normalisée, c'est justement ça. C'est justement ça. L'autre question que j'aimerais vous poser, vous êtes autorité budgétaire, la loi de la programmation militaire qui prévoit plus d'1 milliard de dollars au secteur de défense et de sécurité. Mais lorsque vous parlez de crise, vous parlez de problèmes de trésorerie, et pourtant il y a une loi de programmation militaire, on est perdu quelque peu. Depuis le début de cette guerre, il y a une explosion de dépenses de sécurité. Entre 2022 et 2024, on parle de plus de 2,5 milliards de dollars décaissés pour couvrir les dépenses sécuritaires exceptionnelles, c'est-à-dire celles liées à la guerre. On ne va pas dire que le gouvernement ne met pas suffisamment de moyens pour nos forces armées. Non, je suis pas de cet avis. Mais je me pose juste la question si nous allouons. Je crois que les problèmes se trouvent au niveau de l'allocation. Est-ce que nous allouons correctement ces moyens? C'est là qu'il faut réfléchir. Nous devons avoir une réflexion approfondie sur cette question parce que je crois que c'est beaucoup plus vaste et complexe que ce que les gens pensent. Il faut aller au-delà. Il faut mettre les émotions de côté parce que les dépenses militaires en question ne devraient pas se limiter à l'augmentation des soldes, à mon humble avis. Nous devons aller plus loin. Un plan cohérent intégrant le recrutement des hommes, la formation, leur équipement, le matériel militaire, leur alimentation, la logistique, leurs soins de santé avec leurs familles restreintes, l'aménagement des camps militaires, bien entendu, aussi l'amélioration de leurs soldes. Vous comprenez par là que c'est une question très vaste qui doit être analysée avec beaucoup de précautions, beaucoup de sérieux pour que nous dotions notre pays d'une armée forte, républicaine, capable de répondre aux enjeux territoriaux de notre pays. Mais ce que vous dites est prévu dans la loi sur la programmation militaire. Quand vous regardez la loi de finances, je suis désolé, il n'y a rien de tout ça. Ce que moi je demande, c'est que l'on soit sérieux, tous, pour que nous puissions améliorer notre façon de faire. On doit être sérieux. On doit être très sérieux quand on parle de la vie de plus de 100 millions d'âmes. Le Premier ministre a annoncé l'augmentation de la solde des militaires. Est-ce que c'est prévu dans la loi de finances? Est-ce qu'on doit réajuster cette loi de finances? C'est que nous attendrons le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2025, justement pour pouvoir intégrer tous ces ajustements. Mais comme je viens de vous dire, je suis heureux que le gouvernement améliore les conditions de vie de nos militaires et policiers. En même temps, je demande à ce qu'on puisse faire plus en termes de planification, en termes de sérieux dans l'exécution de nos propres engagements. On a trouvé cet argent pour augmenter... C'est-à-dire que quand vous n'augmentez pas les recettes, et que vous augmentez les dépenses, vous avez des choix. Soit vous puisez cet argent quelque part, vous réduisez certaines rubriques, soit vous augmentez votre niveau de recettes, les dépenses restant inchangées. Si vous êtes à mesure de faire cela, eh ben, vous pourrez avoir
moins de déficit. Mais si vous n'êtes pas à mesure de faire le 2, eh ben, vous allez vous endetter pour couvrir cet accroissement de dépenses. Donc on pourra peut-être oublier certains projets de développement. Malheureusement, c'est la rubrique qui en souffre davantage, mais moi je pense que nous pouvons réduire le train de vie des institutions. C'est devenu une chanson que personne ne veut malheureusement appliquer. Mais si vous voyez l'extravagance qui entoure le fonctionnement des institutions de notre pays, vous comprendrez que nous ne sommes pas sérieux justement. Quand un ministre se promène avec 20, 30 policiers chez lui, eh ben, il y a un problème. 3 véhicules, ça pose un sérieux problème. Le pays le plus riche que nous, vous verrez un ministre avec une voiture ordinaire, un chauffeur, un garde du corps. C'est pas des institutions budgétivores. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup, comme le Parlement, comme l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République. Ben on parle dans le cadre de la loi de finances rectificative, des coupes importantes devront être opérées. C'est clair et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ça sera conjoncturel, on va faire ces coupes. Après la guerre, on reprend la vie telle non, il va falloir qu'on s'en habitue. Il va falloir que l'on soit sobre. Vous avez parlé d'endettement. Dans ce que vous dites, il y a un risque d'endettement pour payer les militaires. Parlant de la dette publique, l'ancien président Joseph Kabila, l'ancien premier ministre Matata Ponyo ont dit que lorsqu'ils étaient aux commandes, il y avait moins d'endettement. Aujourd'hui, il y a surendettement. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'il faut d'abord que j'explique aux Congolais. Quand on parle de la dette publique, ce sont les emprunts que contractent les gouvernements, les autres entités publiques. Et quand on parle d'endettement, on les rapproche toujours du revenu national, du PIB. Mais Cyril Kambago, à partir de quel moment vous vous sentez surendetté? Logiquement, vous comparez ce que vous devez à ce que vous gagnez. Vous gagnez $100, vous devez $10 à quelqu'un, eh bien il vous reste $90. Vous gagnez par la suite $500 et vous devez $30, il vous reste encore $470. Dans le deux cas de figure, vous verrez que votre dette a augmenté. Vous êtes passé de 10 à 30. Mais de l'autre côté, votre revenu a augmenté. Est-ce qu'en ce moment-là, vous pouvez dire que vous êtes surendetté? Non. Parce que vous gagnez plus, vous avez la possibilité de rembourser sans difficulté. Alors, la dette publique est mesurée par rapport au revenu national. C'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB. La dette publique, comparée au PIB, représentait avant le point d'achèvement en 2010, 121%. La dette était supérieure au revenu national. Après l'achèvement de l'initiative des pays pauvres et très endettés, nous sommes descendus en 2010, parce que le président Kabila a parlé de 2010, nous sommes descendus à 26% du PIB. Aujourd'hui, la dette publique représente 15,5% du PIB. La République démocratique du Congo est le pays le moins endetté en Afrique subsaharienne. Est-ce que nous sommes dans une situation de surendettement? On n'est pas déjà à 10 milliards de dollars de dette? Non, c'est justement ça les problèmes. On n'apprécie pas la dette en valeur comme ça, comme vous le dites là. 10 milliards, 15 milliards, ça ne veut rien dire. Si vous voulez apprécier la dette, eh ben, faites-le en fonction du produit intérieur brut. Est-ce qu'on est capable de Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Les services de la dette représentent en moyenne 8% de nos recettes domestiques. C'est-à-dire la dette intérieure et la dette extérieure. Quand on rembourse les principales et les intérêts, cela représente sur 10 ans 8% de nos recettes domestiques. Mais quand vous prenez uniquement la dette extérieure qui est extrêmement contraignante, eh ben là, vous êtes à 4,5% en moyenne par rapport aux recettes domestiques. Si vous prenez les intérêts de la dette extérieure, vous êtes à 0,5% de recettes domestiques, donc des recettes courantes, alors que dans un quart de pays d'Afrique subsaharienne, ce ratio est de 20%. Les intérêts payés par exemple en Angola, au Ghana, au Nigeria, en Zambie, représentent 15% des recettes domestiques. Je ne parle pas là du principal, rien que les intérêts. Nous sommes à 0,5%. Toutefois,
il va falloir qu'on fasse très attention avec l'accroissement de l'encours de titres publics, des bons et obligations du Trésor. Nous sommes passés de 1430 milliards à fin décembre 2023 à 4381 milliards au 5 mars 2025. Plus de 4 000 milliards de francs congolais, autour de 1,5 milliard américains. Alors là, il faut faire très attention parce que les échéances des remboursements de titres publics sont courtes. Alors que les dettes concessionnelles que nous contractons auprès de partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale, c'est à des taux faibles et sur de durée longue. Quand la durée est longue, la durée de remboursement est longue, ça signifie que le remboursement mensuel trimestriel sont faibles. Mais quand la durée est courte, vous payez plus en termes de principal et d'intérêt. Donc, on doit faire très attention avec la gestion des titres publics. Sinon, on risquera d'entrer dans un cercle vicieux où on ne pourra s'endetter que pour rembourser. Ce qu'il faut savoir que, premièrement, les emprunts que nous contractons auprès de l'IDA, l'IDA c'est l'Association internationale de développement, l'agence de la Banque mondiale qui accorde de prêts et des dons aux pays pauvres, aux pays en voie de développement. Quand vous prenez le prêt IDA, c'est de l'argent déjà qui ne passe pas par le ministre des Finances. C'est pas le ministre des Finances qui est l'ordonnateur de ces fonds-là. Le ministre des Finances signe bien entendu les accords de prêt après entérinement du Parlement. Ces fonds sont directement orientés vers les agences d'exécution gouvernementales et pour des projets bien précis. Et donc, ce serait malhonnête de dire que ces fonds-là sont détournés. C'est impossible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'accroissement de notre dette vis-à-vis du FMI est ici du programme que nous venons d'achever en 2024, les droits de tirage spéciaux qui avoisinaient 1,4 milliard de dollars. Mais ce qu'il faut dire aux Congolais, c'est que cet argent n'a pas été dilapidé. La moitié de cet argent a été cédé à la Banque centrale pour renforcer nos réserves de change. Et l'autre moitié a permis de financer les programmes de développement local de 145 territoires. L'accroissement de la dette intérieure. Ce qui a augmenté dans la dette extérieure, excusez-moi, c'est la régularisation des arriérés de la Banque centrale. Selon la loi, les pertes de la Banque centrale sont prises en charge par l'État. C'est une dette intérieure. C'est-à-dire qu'il y a cumul de pertes de la Banque centrale transformées en billets à ordre. Ensuite, il y a eu des avances du gouvernement auprès de la Banque centrale, c'est-à-dire la planche à billets, si vous voulez, qui ne date pas du pouvoir de Félix Tshisekedi. Cette planche à billets a été régularisée, convertie aujourd'hui en obligation. Les deux mises ensemble, ça vous fait 2 milliards de dollars. Alors, honorable, on va faire ce petit exercice. On va juste, en 1 ou 2 minutes, faire un petit résumé en lingala. Assemblée nationale n'a proposition de loi moko. Proposition de loi ezali nini tina yango nini. Na muku seza biloko mibale ya liboso selon mobeko na biso oyo ezokamba ndenge nini fo tosalela mosolo ya l'État, selon mobeko wana gouvernement na biso, ba province na biso, ba entité territoriale décentralisée na biso, ba koki ko defa mbongo pa ya ba banque te. Alors que déjà o ba sala ka ba defaka déjà pa ya ba banque. Donc ba buka déjà mobeko. Alors biso siko toye to corriger mobeko pour to adapter yango na situation na réalité ya mboka na biso wana eloko liboso oyo toye nango na cadre ya loi na ya proposition de loi na biso eloko ya mibale tolingi ete za la premier ministre ayaka ko rendre compte ayaka ko expliquer na peuple congolais nini asali na mobeko oyo ya finance oyo to bengi budget toyebisa ki ye a mobiliser mbongo autant a futa boye asala ba dépense boye nini asali lelo ye muto ayaka te muto ayaka eza ministre ya finance siko to lingeza la nde ye po yenda za ko engager gouvernement mobimba yende muto ayaka kozwa ba engagement devant peuple yenda ayaka devant assemblée nationale pour na kozwa ba engagement eza yepe nde esengeli à rendre compte vis-à-vis de la population congolaise. Je rappelle que notre invité c'est l'honorable Florima Pamboli. Honorable, avec vous nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Eric, cette semaine,
Les produits de première nécessité sont vendus comme la semaine passée. Une mesurette ou écolo des haricots coûte 5 000 francs pour la qualité dénommée Goma ou Bilbil. La mesurette des haricots dénommée Délavé coûte 4 500. Celle de Loufou coûte 4 300 francs congolais et les Milaï sont à 3 800 francs congolais. Une mesurette ou écolo de la semoule coûte 3 500 francs. Un sac de semoule de 25 kg revient à 56 voire 66 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Un sac de riz de 25 kg coûte 78 000 francs. Une mesurette ou copeau de riz coûte 2 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 25 000 francs congolais. Celui d'huile végétale varie entre 33 et 34 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2 500 voire 3 500 francs congolais. Le prix dépend de la grandeur de la mesurette. Un sac de cossettes de manioc varie entre 150 et 300 000 francs congolais. Un seau de cossettes de manioc coûte 25 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg varie entre 18 et 20 000 francs. La mesurette ou copeau coûte 2 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de la farine de froment coûte 5 000 francs congolais. Une bouteille d'huile végétale de 30 centilitres coûte 2 500 francs. Un carton de croissant salé coûte 184 000 francs congolais. Le kilo revient à 22 000 francs congolais. Un kilo de cuisse de poulet est à 7 500 francs congolais. Celui des gésiers coûte 8 500. Celui de la viande de bœuf varie entre 20 et 22 000 francs congolais. Un poulet appelé communément poulet mieux coûte 12 000 francs congolais. Un kilo de chanchard varie entre 8 000 et 10 000 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 19 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 5 000 francs. Une botte de zèle est à 1 000 francs. Une botte des amarantes est à 2 000 francs congolais. Un chou paumé varie entre 1 000 et 5 000 francs congolais. Un tas de bananes plantain varie entre 3 000 et 10 000 francs. Un pain coûte 500 francs. Une chikwang varie entre 1 000 et 2 500 francs congolais. Un tas de safou varie entre 1 000 et 5 000 francs. Un tas de mangoustons varie entre 2 000 et 5 000 francs. Une pastèque varie entre 3 000 et 20 000 francs. Un ananas varie entre 1 000 et 10 000 francs congolais. Une orange coûte 500 voire 1 000 francs congolais. Un oignon coûte 200, 300, 500, 1000 voire 1 500 francs ou même 2 000 francs congolais. Une tomate fruit coûte 500 francs congolais. Un tas de piments se vend à partir de 500 francs. Merci Biroma, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, honorable, on amorce l'atterrissage. Quelques questions avant de nous séparer. Vous êtes député national, élu de Kasongo-Lunda. Kasongo-Lunda, pas d'eau, pas d'électricité depuis des lustres. Pourquoi? Pas seulement Kasongo-Lunda, c'est tous les pays. D'abord chez vous. Les problèmes, il est général. Nous devons fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir justement régler ces problèmes de déficit en infrastructure et en électricité. C'est la base même de notre développement. Dans ma vision, vous avez 3 choses qui doivent constituer des priorités. Vous avez d'abord les routes, vous avez l'électricité, vous avez la sécurité. Ce sont ces 3 choses qui feront en sorte que l'on puisse attirer des investissements, notamment dans le secteur agricole, qui est le seul secteur capable d'embaucher beaucoup plus de gens. Alors, pour revenir justement à votre question, c'est une situation catastrophique pour mes électeurs. J'en souffre moi-même. Parce que relier Kinshasa à Kasongo-Lunda par voie terrestre, c'est... Vous êtes combien de kilomètres et en combien d'heures? Vous êtes à Kinshasa, Kasongo-Lunda, vous n'êtes pas à moins de 500 km, mais vous faites plus de 24 heures de route. Parce que à partir de Bukangalondo, il n'y a pas de route pour aller à Kasongo-Lunda. Donc c'est très compliqué. C'est pour cette raison que nous continuons à travailler sans relâche, à interpeller les gouvernements qui doivent prendre ses responsabilités pour que ces peuples se sentent aussi valorisés. 80% des monuments servent à entretenir les routes, servent à donner de l'eau à la population des Kasongo-Lunda. C'est cet argent que j'utilise pour divers travaux, c'est-à-dire que j'ai remplacé l'État. C'est pas mon rôle. Et le gouvernement provincial ne fait rien? Le gouvernement provincial n'a pas de moyens. En plus de cela, vous avez de demandes tous les jours, du 1er au 30, les demandes qui viennent des électeurs. Il faut enterrer les gens, il faut aider les gens qui sont malades. C'est vrai que je suis député du parti au pouvoir, mais la situation doit être améliorée. Le PDS 145 territoires
n'est pas passé par là. Bien sûr que vous avez le PDL 145 territoires, mais la première phase... On a conçu quoi? Non, dans tous les pays, il y a des phases. Oui. La première phase du PDL, vous avez le bâtiment administratif dans le chef-lieu de territoire, vous avez les écoles et les centres de santé. Mais le bilan est mitigé à Kasangolunda. Justement, à cause des routes. Alors, moi, je pensais qu'il fallait commencer par les routes avant la construction des infrastructures parce que il y a des endroits où, pour faire arriver un sac de ciment, c'est un calvaire. Le phénomène Mobondo, c'est dans votre province aussi. Comment vous n'arrivez pas à mettre fin à ce phénomène? On dit que c'est conflit foncier. Comment vous n'arrivez pas à mettre fin? Alors, il me semble qu'il y a de mains noires derrière cette insurrection, mais je pense que le gouvernement doit engager un dialogue avec ses compatriotes qui sèment terreur et désolation, pas seulement dans le Grand Bandundu, mais aussi au plateau des Batéké. Les plateaux des Batéké, c'est la province de Kinshasa. Il faut un dialogue, un plan intégrateur pour pouvoir proposer à ce jeune gens une vie civile radieuse. C'est-à-dire que, à mon avis, il faut le mettre au travail comme on le fait avec le service national. Le loger, leur donner des terres à cultiver, le mettre dans des conditions qui leur permettront de quitter la brousse, de revenir à la vie civile, de produire, participer à la croissance de notre pays. Chez vous aussi, pas d'aéroport. Il ne faut pas parler d'aéroport, il n'y a rien. Dans le chef-lieu, vous n'avez pas un hôpital digne de ce nom. Kenge, c'est le chef-lieu de province le plus proche de Kinshasa. Un sac de ciment coûte $1 ou $2 de plus par rapport à Kinshasa. Donc, ça veut dire que s'il y a la volonté, on peut faire beaucoup de choses à Kenge, qui doit être, à mon avis, l'antichambre de la ville-province de Kinshasa. Vous avez un bâtiment administratif de la province en lambeaux. Vous n'avez aucun hôpital digne de ce nom. Vous n'avez aucune piste, aucun aérogare. Maximum 3 km de voirie asphaltée dans la ville, les érosions qui viennent de partout. Ouf, c'est une situation lamentable. Je pense que le gouvernement prendra ses responsabilités. On continuera à faire notre rôle de parlementaire. Je rappelle que notre invité, c'était l'honorable Florima Pamboli. Honorable, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci à vous, M. Eric. Merci également à tous les auditeurs de Top Congo FM. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie, avec Eric Kambago. À très bientôt.